Et partout, tout le vivier, on rigole, mais au niveau européen, parmi les équipes dominantes, aucune n'a une paire intérieure comme ça. Je dis bien aucune. Aucune, à part les USA, il n'y a aucune, on ne peut pas me citer une qui a une paire un duo de 4, 5 comme ça. Il n'y en a pas. Ouais. On peut monter, descendre pour imaginer des choses. Il n'y en a pas du tout. Donc, mine de rien, c'est un rêve qui peut faire rire aux premiers abords, mais quand tu analyses bien la sauce, tu te dis, ah, c'est con. Ça peut faire mal. C'est quelque chose qui peut faire mal. Le Doc NP, tu es là? Ça coupe un petit peu. Missy, tu es là? Allô? Est-ce que Missy... D'accord. Missy, tu es là? On enchaîne, hein? Oui. Alors, on enchaîne? Tu voulais réagir encore une dernière fois? On enchaîne? Non, c'est bon. Allez, on enchaîne avec la suite talk show. On vous passe juste la petite interlude. Après, on rattaque avec les quelques thèmes, quelques actualités de la NBA. Restez bien connectés à tout. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Avec la dernière partie du talk show, on fait le point sur l'actualité de la NBA avec Missy depuis Paris, le Doc NP depuis Angers, Steve depuis la Pennsylvanie, c'est bien ça Steve, hein? La Pennsylvanie en ce moment, et on continue du côté de Douala au Cameroun. Je vous pose la question, je refais un petit peu le tour de table par rapport au futur MIP. Avec les dernières prestations de notre cher Brandon Ingram qui ont fait pas mal parler. Brandon Ingram qui est monté en puissance. Vous avez vu ce qu'il a produit cette semaine. J'ai envie de vous poser la question. Si vous deviez citer votre trio pour le MIP 2019, le MIP 2020, pardon, à cette date, qui est-ce que vous citerez? Moi, j'ai Bam Adebayo en 1, Brandon Ingram en 2 et Devonte Graham en 3. Voilà mes 3 candidats pour le MIP. Je vais poser la question au Doc NP. Le Doc, tu es là? Allô, le Doc? Est-ce que le Doc m'entend? Le Doc, je te pose la question pour le titre de MIP. Est-ce que tu as un trio en tête? Moi, j'ai donné mon trio. Bam Adebayo en 1, Brandon Ingram en 2, Devonte Graham en 3. Est-ce que quel est ton trio à toi? Moi, c'est bon, avant la blessure de Pascal, il était ex-aequo avec Ingram pour moi, avec Adebayo en 3e. Mais bon, avec Pascal, on va dire qu'il a déjà fait son chemin. Maintenant, il est dans les top players. Je pense pas. Après, on verra. Hein. Peut-être après le All-Star, il va redémarrer parce que c'est vrai. Passer d'un joueur, oui, parce qu'il peut le faire en double, passer d'un joueur role player qui monte finalement comme ça et finir franchise player, c'est l'année suivante et confirmé à 25 points de moyenne. Très peu l'ont fait. Donc, mais dans ce cas-là, on peut le dire que Brandon Ingram, pour moi, avec les blessures qu'ils ont eues, est devenu un franchise player en puissance. Il porte cette team. Avec les blessés, ils ont très mal commencé. Ils enchaînent. Il y a des belles victoires, l'équipe devient solide. Malgré les retours des joueurs, ça compte toujours sur lui pour les points. On voit des performances quand même qu'on n'imaginait pas de lui il y a encore quelques mois. Donc maintenant, dans le collectif de Miami, c'est vrai que Bam fait vraiment ce qu'on appelle du sale dans ce collectif. Il a vraiment beaucoup évolué. Mais dans ce qu'on appelle la responsabilité et le leadership, je vois Ingram en premier. C'est pour ça que je disais, vu le leadership que Pascal a montré et ses responsabilités du début, il était là. Bon, après, on verra. Mais pour l'instant, à l'instant T, si tu me dis, je dis, pour moi, Brandon Ingram.
Ça va être dur. Et tu sais que beaucoup, il y a des petites voix qui commencent à se dire, est-ce que Derrick Rose en continue Il Parce que c'est plus revient comme fort, ça. hein, Derrick Rose, avec ses 27 points là. Face aux Et Hawks. maintenant, il est dans le 5 de temps en temps, même s'il n'aimait pas trop. Vu les blessures, il essaye, en tout cas en deuxième mi-temps, il commence dans le 5. Et ça se dit, il va être All-Star en plus. On voit la différence d'évolution. Ça, c'est une vraie évolution. Hein. Mais bon, je pense que je reste quand même Tu restes sur Brandon Ingram. On pose la question à Steve. Steve, ton trio pour le MIP à l'instant T pour cette saison. Brandon Ingram, Voilà. Shai Bon, Gilgeous-Alexander. Et Ingram, je ne vais pas me précipiter à mettre Ingram dedans, hein, parce que ce n'est que dans, je peux dire, les 5 derniers matchs qu'on a vraiment commencé à ressentir son retour et tout. Bon, en début de saison, il était toujours au même niveau qu'il était avant. Donc je me dis, bon, il y a quand même quelque chose qui est en train de changer. Mais de là à le dire, le MIP en ce moment, pour moi, c'est un peu C'est tôt. étiré, quoi. Voilà, mais en ce qui concerne Adebayo, il faut dire que ça frappe à l'œil. Et on n'a pas besoin d'être un joueur de basket pour voir vraiment l'influence et qu'il a sur un parquet. On a vu comment il a donné du fil à retordre à Embiid dernièrement. C'était vraiment compliqué pour Embiid. Il est costaud. Ouais, il a de l'énergie, il est engagé à tous les matchs. Il me rappelle un peu Westbrook. Ouais, à tous les matchs, il est à fond, quoi. Et pour moi, voilà. Bon, le truc avec le MIP, c'est chaque personne, comme par exemple la NBA va vous sortir une liste des critères pour être MIP. Et vous allez vous rendre compte que quand vous voyez ces critères, il y a des joueurs qui tombent dans cette catégorie, et il y a beaucoup qui ne tombent pas dans cette catégorie. C'est une chose qui a sauvé. Une chose qui a mis Siakam dans cette catégorie la saison passée, c'est ton travail pendant les playoffs. On s'est rendu compte qu'il y a eu des matchs où si Siakam ne jouait pas comme il jouait, l'équipe ne gagnait pas. Donc, du coup, mais si on regardait seulement la saison régulière, il y a eu des hauts et il y a eu des bas. Donc, du coup, si on regardait seulement la saison régulière, je ne crois même pas que Siakam devait vraiment gagner ce titre. Donc, du coup, voilà, mais je me dis, voilà, Adebayo pour moi, il est dedans. Je vais aussi mettre Lonzo. Lonzo Ball. Oui. Lonzo, c'est vrai, en début de saison, un peu comme Ingram, mais lui, quand on regarde, le plus je regarde le match des Pelicans, et cette équipe des Pelicans, en parlant d'eux, croyez-moi, c'est une équipe à observer dans les 2 à 3 années qui viennent. Hein. Ah, ça, si on garde ces gars-là ensemble et on y met vraiment du travail avec le retour de Zion et tout, bah les gars-là, il y aura vraiment du fil à retordre sur eux, franchement. Donc moi je mets Lonzo dedans, je mets Adebayo normalement et je mets il y a un autre joueur de quelle équipe? Il y a un joueur de Maverick de Dallas là. De Dallas, oui, c'est pas Luka, non? J'ai oublié ça. C'est Porzingis, non? Non, pas Porzingis. C'est un jeune gars aussi. Il est très bon sur les shoots à 3 points comme ça. Hein? Oui, Hardaway. Tim Hardaway Jr. Tim Hardaway Jr. Ouais. Tim Hardaway Jr. Oui, ok. Ouais. Je vois beaucoup de progrès sur ce gars. Il est très déterminant sur les matchs de Dallas de ces derniers temps. Donc, voilà. Moi, je me dirais ces 3 là, en fait. D'accord. Voilà. Missy, tu veux donner un trio pour le MIP, sinon on enchaîne? Tu as un trio? Oui, moi j'ai plus qu'un trio, mais bon, je dis quand même Bam Adebayo. J'ai aussi également Shai Gilgeous, Devonte Graham, comme tu l'as dit. Et pour moi, il y a également Sabonis, qui fait du bon boulot. Le fils de Sabonis, oui, il marche un peu sur les traces du papa. Donc, il y a ces noms-là.
Il y a quand même pas mal de joueurs. Il y a Brandon Ingram, comme tu le dis. Il y a énormément de joueurs qui ont progressé cette année. C'est aussi parce qu'il faut le dire, la dernière draft a amené quand même son lot de bons joueurs. Il y a même quelqu'un qu'on oublie là, qu'on n'est pas en train de citer, qui est candidat lui-même au titre d'MVP. Certes, son équipe ne marche pas bien. Quelqu'un qu'on n'a pas cité, c'est Trae Young. Trae Young, oui. Il faudrait citer Trae Young. Il a une stat mirobolant. Même Lucas lui-même, Lucas Doncic. Ces deux joueurs-là, ils sont à presque statistiques pareilles. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu de jeunes joueurs scorer autant. C'est pas mal. Et que dire de Devin Booker qui est dans cette ligue, qui n'a jamais eu aucun titre, même pas celui de MIP. Et quand on voit son story, et pourtant, il est très très fort. Aussi. On peut, ma foi, parler encore de quelqu'un qui est encore dans cette ligue et qui cette année est vraiment décisif au niveau scoring pour les Wizards. C'est Bradley Beal. Donc des noms, il y en a en pagaille. Il y a même on termine. Celtics, voilà. On termine cette partie actu avec une dernière alerte. Allô Houston, on va faire réagir Steve. On a déjà réagi sur les Rockets de Houston. Et on va écouter Steve là-dessus. Steve. On va terminer avec les Rockets de Houston, les Rockets qui sont dans le dur avec les dernières défaites qu'ils ont accusé le coup. Toute dernière défaite, c'est face aux Lakers de Los Angeles avec un Kyle Kuzma qui se prend à se dire qu'il peut maîtriser notre cher Russell Westbrook. Alors comment est-ce que tu juges les Rockets de Houston? Est-ce que tu fais partie de ceux qui déplorent ce style de jeu ou bien tu fais partie de ceux qui restent optimistes et qui disent que quand cette équipe sera en bonne santé, ils nous feront de belles choses en playoff? C'est vrai, je ne suis pas un expert de basket. Moi-même, je ne suis pas un joueur de basket, ça c'est évident, mais c'est pour quelqu'un qui suit le basket pendant longtemps. Je ne veux pas vous mentir sur ce que je pense exactement de cette équipe. Pour moi, tant que ces gars jouent le même style de jeu qu'ils appliquent depuis il y a de cela peut-être 4 ans aujourd'hui, avec Harden qui marque les 40, 50 points, 60 points par match et tout, ils ne gagneront jamais un titre. Moi, je le dis clairement. Et ça, et n'importe qui connaît le basketball, quand tu suis même les interventions des journalistes américains et tout, tout le monde dit la même chose. Et moi, je comprends pas pourquoi jusqu'à présent, cette administration ne comprend pas, ne voit pas de la même œil que tous ces gens qui font que leur répéter depuis des années. Il faut quelque chose de différent. Parce que Harden, il fait son truc. Lui, il va accumuler les stats et tout, et il va peut-être être l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Voilà, c'est évident. Mais alors, si il est vraiment un joueur qui veut avoir ce titre, comme on le dit, qui veut avoir ce titre, je ne crois pas que ça sera avec ce style de jeu. Moi, je veux pas dire avec les Rockets, parce qu'ils peuvent, voilà, ici, s'ils font vraiment le changement qu'il faut, ils peuvent vraiment, voilà, décrocher ce type. Est-ce que c'est pas la faute du coach? Bon, il y a un truc, je suivais pas dernièrement des journalistes américains qui parlaient de ça, et, à un moment donné, je crois la première année qu'ils se sont fait éliminer par les Warriors, on avait beaucoup accusé le coach. Je crois à l'époque où il y avait encore Howard dans l'équipe et tout. On avait beaucoup à parler du coach, mais à un moment donné, on doit aussi comprendre que la NBA d'aujourd'hui n'est plus comme avant. La NBA d'aujourd'hui, un seul joueur qui a du cran de LeBron ou Harden ou même Kawhi peut être le facteur déterminant dans n'importe quelle décision d'une équipe. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, parfois même dans une équipe, le coach qu'on voit là n'est même pas à 70% responsable de certaines décisions qui sont prises dans l'équipe. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça a déjà atteint un niveau où il y a même des gens qui se plaignent, qui se sont déjà présentés à la NBA pour vraiment déplorer ce sujet. Donc il y a des gens qui sont tellement
ils sont tellement influents, ils jouent un rôle, ils pèsent tellement lourd dans une équipe que le coach lui-même peut avoir une idée de faire certains petits changements, mais derrière, il se dit, bon, quel impact est-ce que ça aura sur ce joueur qui est le franchise player de l'équipe. Si ce joueur n'est pas content ou si ce joueur commence à avoir des mauvaises performances et tout, qu'est-ce qu'on dira de moi? Donc, il y a beaucoup de choses qui influencent la décision. Je comprends clairement ce que tu dis. Et je vais juste en renchérir et après on va faire la passe à Missy et au Doc. Juste pour préciser que que ce soit aujourd'hui ou que ce soit à l'époque dans les années 80 ou dans les années 90, il y a toujours eu des joueurs avec une certaine puissance par rapport au coach, à une certaine domination. Je prends le cas de Michael Jordan. le cas le plus simple, c'est Michael Jordan. Et je termine et après tu vas renchérir dessus, juste pour préciser que au départ, quand Michael Jordan il commence avec les Bulls, il est un peu comme James Harden, c'est-à-dire c'est le mec il score partout, mais il a quand même eu un coach comme Phil Jackson qui a réussi à le convaincre qu'il faut qu'il passe la balle. Comment est-ce que vous pouvez mettre en place le triangle avec un joueur qui vous met 30 points par match en moyenne, plus de 35 points par match en moyenne, et c'est ce que faisait Michael Jordan à l'époque. Phil Jackson a quand même réussi à convaincre MJ de tourner la balle et d'installer l'attaque en triangle, ce qui n'est pas rien. Moi, quand je regarde Mike D'Antoni, et je te le dis comme je le pense, Mike D'Antoni, depuis que je l'observe avec les Suns de Phoenix, ça a toujours été le type de coach à laisser la plénitude à ses stars, à jouer à fond la caisse. J'ai jamais vu un Mike D'Antoni avoir une philosophie à la Greg Popovich ou bien un Mike D'Antoni un peu comme un Phil Jackson. Moi, je l'ai toujours vu comme quelqu'un qui facilite les stars dans leur façon de jouer, mais pas le type de coach qui a une conviction sur un plan de jeu, des choses comme ça. C'est un peu ça. Moi c'est surtout le personnage Mike D'Antoni, au même titre que le coach des Sixers. Moi j'ai un problème avec Brett Brown. Moi je te le dis, Brett Brown des Sixers de Philadelphie, c'est pas un coach qui me fascine particulièrement. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait à Philadelphie, mais j'ai beaucoup de doutes par rapport à sa capacité à convaincre par exemple Joel Embiid ou à convaincre ces joueurs des Sixers d'aller plus haut, parce que ça fait un moment qu'ils traînent. Bref, moi c'est un peu mon ressenti. Je te laisse réagir, après on va écouter Missy et le Doc Wenpi. Naturellement, comme tu l'as dit, il y a des coachs qui ont ce potentiel, cette capacité de faire grandir des joueurs. Voilà, tu as parlé de Brett Brown, je suis d'accord que une chose qu'on reproche beaucoup de Brett Brown aujourd'hui, c'est le cas Ben Simmons. Il n'arrive pas vraiment à faire ce gars développer son jeu. Bon, maintenant, revenons sur le match d'Anthony. Bon, moi, ce que tu as dit, tu as parfaitement raison. À l'époque de Jordan et tout, c'était toujours pareil. Mais voici où se situe la différence. La différence, c'était parce qu'à l'époque, avec tout le talent que Jordan avait, il a fallu qu'on recrute un Rodman dans l'équipe. Et voilà, il y a eu des changements qui ont été faits. Ça, c'était après. Voilà. Après le non, je comprends. Ouais, mais c'est quand l'équipe, les Rodman, quand il y a eu cette équipe au complet, là, que les gars ont commencé à accumuler les titres. Nous sommes très d'accord avec ça. Non, il y avait le tripit avant. Il y avait le tripit. Il y avait les trois premiers titres, je veux dire. Les 3 premiers titres, Rodman, il n'était pas dedans. Et après, MJ a pris sa retraite, et quand il est revenu, bien entendu, Phil Jackson a convaincu MJ, il a surtout convaincu Pippen d'abord, parce que c'est Pippen qui allait parler à MJ ensuite, parce que ils se détestaient tous les trois. Hein. Enfin, les deux détestaient Rodman. C'est justement de ça que je parlais. Je me suis un peu emballé là. Oui, justement, vous voyez, il a fallu qu'il s'impose. Que bon, voilà, j'ai besoin de ce joueur. Parce qu'il savait que voilà, c'était une pièce importante pour qu'ils puissent continuer dans leur lancée pour gagner des titres. Pour gagner les trois titres suivants, oui. Voilà. Mais aujourd'hui, crois-moi, si Harden se place, il dit carrément à Anthony que je ne veux pas te jouer on a vu ce qui s'est passé avec Carmelo Anthony. On a vu ce qui s'est passé avec Chris Paul. Avec Chris Paul. Parce que je veux dire, donc, on est à une époque de basketball où si le joueur le plus important de l'équipe n'est pas d'accord avec un certain joueur, qu'importe
l'apport que ce joueur a dans l'équipe, le coach n'a vraiment aucun choix, sauf si peut-être c'est un coach imposant comme les Greg Popovich et tout. Mais Marc D'Antoni n'est pas le genre de coach qui va dire que bon, tu vas taper la main sur la table et dire que voilà, j'ai besoin de ce joueur, même si James Harden ne l'aime pas, j'ai besoin de ce joueur parce qu'avec lui, la preuve c'est que tout le monde a été d'accord que si CP3 jouait le match, la série contre les Warriors là, ou si CP3 se blesse et ils finissent par gagner la série, par gagner le dernier match, tout le monde a été d'accord que si CP3 jouait le match là, les Rockets gagnaient cette série. Tu vois, et ça c'est resté dans la gorge de beaucoup de fans d'NBA jusqu'aujourd'hui. Donc ça prouve combien de fois CP3 était important dans l'équipe. Mais il est où aujourd'hui? Voilà, il est sorti par la petite porte. Voilà, et on sait très bien ce qui s'est passé derrière pour qu'il passe. Voilà, donc moi je me dis le problème des Rockets aujourd'hui, c'est il y a trop de dépendance sur un seul joueur. Et cette dépendance-là est en train de tirer, c'est en train de se nourrir sur l'apport des autres joueurs dans l'équipe. On va dire que bon voilà, il a eu Westbrook. On connaît bien l'historique de Westbrook. Westbrook, c'est un peu le même style de joueur que Harden. On a vu ce qu'il a fait à Oklahoma. Voilà, donc on ne peut pas me dire que l'apport de Westbrook va changer quelque chose parce que pour moi, ce sont des joueurs qui ont la même mentalité. Et il n'y a vraiment pas de différence pour moi entre Westbrook et Harden. Et raison pour laquelle ils s'entendent aussi bien. Moi, je me dis, voilà, on arrive à un niveau où, voilà, quand les playoffs viendront, ils vont toujours se rendre compte qu'ils sont sur le même handicap qu'ils ont été il y a de cela 3 à 4 ans, qui est le fait que quand Harden et Westbrook ne seront pas productifs, qui va prendre la torche? Qui va prendre le relais? Le Doc One P, je te vois en train de poster les votes sur Star Game avec ton chouchou Eric Pachal. Le Doc One P. Oui. Il faut donner quelques voix quand même au grand Pachal. Quelques voix parce que le grand Pachal, il faut. Tu l'adores, hein, Pachal, hein, tu l'adores. J'aborderai ce sujet parce que je vais relancer un petit peu la controverse. Mais il y a un supporter des Warriors qui m'a interpellé par WhatsApp et qui m'a dit, on discutait de basket. Il m'a dit qu'il a remarqué que quand Draymond Green n'est pas là, les jeunes Warriors là sont épanouis et Pachal a plus de responsabilités. Il est très timide. Pendant la blessure de Draymond Green, il était même le rookie avec le plus de points et le plus, je sais plus de quoi, de rebonds et tout. Ouais. Il a un côté Charles Barkley qui me plaît bien, un peu trapu et assez puissant. Mais malheureusement, quand Draymond Green est là, le système est ancré autour de lui. Les jeunes là ne savent pas trop comment jouer ça. Ils ne seront pas de cette école des Warriors, ce que Draymond Green a un peu orchestré, parce que c'était lui le cerveau un petit peu de ces systèmes. Donc ils sont un peu perdus. La preuve, D'Angelo Russell joue en isolation, on lui donne, il fait ses dribbles, il tire, et les autres sont un peu perdus. Mais en l'absence de Draymond Green, on l'a vu, Orlando s'est fait encore surprendre. Ils ont battu, on l'a vu dès qu'il est absent. Et Pachal, 20 points, a suivi D'Angelo Russell 26, et il gagne des matchs. Donc parfois, c'est pas juste question de la star et tout. Moi, ce petit, je me dis, c'est vraiment dommage parce que Kendrick Nunn, qui pour moi est dans un autre registre aussi bon que lui. Donc lui, il est aussi bon que Kendrick Nunn, s'épanouit dans un système à Miami où ça lui permet d'évoluer. Pachal, il est enfermé dans une maison où il y a une façon de jouer et un mec qui doit orchestrer ça. Si tu sais pas jouer ainsi, ça veut pas dire que tu n'es pas bon. C'est que c'est peut-être pas ton truc, tu dois voir ailleurs. Mais quand il n'est pas là, il s'épanouit. J'ai voulu lui donner une voix comme ça sur un jour, c'est la première fois. En tout cas. Et voilà. En tout cas, on est tous derrière toi et aussi on va aussi motiver ce cher Pachal. On l'apprécie aussi. Moi aussi j'apprécie Pachal. Hein. J'apprécie beaucoup ce jeune joueur. Pour revenir à Vas-y. C'est un sujet. Vas-y. Je sais que c'est un sujet qui me passionne particulièrement depuis le début de cette saison. Houston, moi, je le dis, tu as dit, l'autre jour, on a parlé de la sonnette.
Ouais. Oui, elle a été, je disais tant mieux qu'ils la tirent maintenant. Ça veut dire qu'ils ont de l'ambition. Parce que beaucoup d'équipes qui sont à 2 points du deuxième se seraient dit, c'est une mauvaise période, ça va passer. La preuve, beaucoup connaissent des mauvaises périodes, vaut mieux que ce soit maintenant que après. Ouais. Et mais le truc dangereux pour eux, c'est que les blessés reviennent, à part toujours des gens quand même importants, on peut le dire. Bon, Eric Gordon est sorti, mais ils n'ont pas de périmètre defender. Et ils savent pas défendre à la périph. Et quand, alors dedans aussi, les simples pick and roll, ce genre de choses, la défense de Houston depuis le début de la saison, c'est une catastrophe. C'est une vraie catastrophe. Moi qui suis parieur sportif, dès que Houston affronte un arrière top de cette ligue, je lui mets plus de 25 points ou plus de 20 points. Parce qu'il n'a pas de souci à marquer. On s'est dit qu'avec le retour d'Eric Gordon, ça va un petit peu plus défendre à ce niveau-là, mais c'est toujours pas le cas. Ils auraient dû signer Luc Mbamute, voilà. Ils auraient dû signer Luc Mbamute. Et tu vois que depuis la perte de certains joueurs, Luc, Ariza et tout, ça pose des problèmes dans leur défense. Ils comptent énormément sur l'attaque. Sauf qu'en attaque, ils ont un extraordinaire attaquant qui compte sur son physique et son tir. Alors, de toute façon, les deux sont liés. Ce qui fait que, je le disais l'autre jour avant ici, un coach adverse tente d'abord sa chance en disant on va doubler sur Harden. C'est tout. On va d'abord doubler sur Harden. Si Harden ne met pas 25 points, on a déjà gagné une partie de la bataille parce qu'il va leur manquer 15 points à cette équipe. Maintenant, si les autres prennent feu, et comme ils prennent feu rarement, en début de saison, McLemore et House essayaient de mettre des 3 points. Eric Gordon est venu, il essaye, mais les pourcentages des autres sont nuls. Ce qui fait que Harden paye ses efforts physiques actuellement. Nous sommes en janvier, nous sommes pendant l'hiver. Ce n'est pas une période étonnante. En mars, vous allez revoir Harden avec des 40 points. Mais est-ce que c'est ça qui va marcher en playoff? Ça, c'est une autre question. Maintenant, Harden paye. On le voit bien. Il fait une performance par semaine. Le reste, il a même réussi à être à moins de 20 points l'autre jour. Et c'est pas Westbrook et ses points qui va les ramener. Une team comme ça a besoin. Les Clippers ont le même problème de défense actuellement. Mais les Clippers ont 3 formidables attaquants qui vont en même temps au travail ensemble. Ils l'avouent. Ils ne sont pas au point, ils défendent très mal. Vous prenez des 130 points d'équipe alors qu'ils ont basé leur équipe sur des défenseurs. C'est un peu honteux, mais ils ont 3 formidables attaquants qui arrivent à mettre des 30, 35, 29 points. Et surtout que Paul George n'est même pas là. Donc Montrezl, Kawhi et Lou Williams vont au charbon à 3 et 10. À nous 3, on va ramener 90 points dans cette équipe d'abord. En tout cas. Avant de... Mais à Houston, Harden n'a plus les jambes actuellement. Il va falloir qu'il se repose. Il fait pas les back, il fait les back-to-back. Il dribble tout seul sur tu vas vers la conclusion. Vas-y vers la conclusion. On arrive à la fin du show. Vas-y. Mais le physique, c'est pour ça que je disais toujours, c'est inhumain ce qu'il fait, parce que physiquement, un attaquant qui prend toutes les possessions est en train de tuer son corps. Donc, il va lui falloir du repos. J'espère que son équipe va tenir pendant sa période faible, parce qu'il va repartir que après le All-Star Game correctement. En tout cas, on leur souhaite le meilleur pour la suite de la saison. On arrive à la fin du talk show, les amis. On va remercier les participants au talk show et puis on va remercier les auditeurs et on va se dire à la prochaine sur le parquet de la radio. On va commencer par Steve du côté de la Pennsylvanie, aux États-Unis. Le Steve, merci d'avoir été connecté avec nous. C'était un véritable plaisir de t'avoir pour cette première dans Total Africa. On espère que tu as passé un bon moment. Bien sûr, merci à vous. Merci de m'avoir reçu. Tu as vu, c'est très sympa, c'est très free. Hein. On n'a pas de stress ici. Pas du tout. Voilà, merci donc je te l'ai dit, dès que tu veux participer, tu m'envoies juste un petit message sur WhatsApp ou alors sur la page Facebook Oncle Phil Basket. On t'intègre pour le talk show en cours. Je te l'ai dit, tous les talk shows Oncle Phil Basket, c'est tous les mardis, tous les jeudis et tous les dimanches. Après, tu pourras réécouter le talk show d'aujourd'hui, par exemple. Il sera diffusé dans 2h30. Il sera rediffusé dans la partie de demain. Tu pourras le réécouter sur Apple Podcast. Il y a pas de souci. Hein. Ah, ok. Allez, merci à toi et passe une bonne journée. Enfin, c'est la nuit chez toi. C'est la nuit. Il est quoi? Il est 22h 22h il est presque 20h.
Voilà, presque 20h. 2 heures moins ici à Douala au Cameroun et 2 heures moins du côté de Paris aussi. Chez Missy. Missy, merci d'avoir été connecté avec nous. Steve, à la prochaine alors. Hein. Passe une bonne soirée. Merci. Reste connecté sur le parquet de la radio et parle-en à tes potes aussi. C'est bien, c'est important. Missy, merci d'avoir été connecté avec nous. C'était un plaisir. Le Doc ONP. Le Doc est là? Le Doc? Oui. Le Doc, merci d'avoir été connecté avec nous. C'était un plaisir. On se dit à la prochaine mardi pour The Big NBA Show. Je serai présent. Merci le Doc. Oui, on sera là mardi. Merci. Merci à toi aussi. Missy, je n'entends pas Missy. On lui envoie un gros big up à Missy aussi du côté de Paris. Merci à tous ceux qui étaient connectés, pour tous ceux qui ont suivi ce live. Quoi, Missy, c'est toi? Allô? Ah, voilà, je ne l'entends pas. Voilà, je disais donc merci à tous ceux qui étaient connectés pour ce live. C'était un véritable plaisir. Je vous donne rendez-vous pour les prochains talk shows Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officiel NBA. N'oubliez pas de partager l'info. N'oubliez pas de télécharger l'application. Si vous êtes comme Steve ou que vous écoutez Radio Hall of Fame Basket vous souhaitez l'écouter sur iOS, vous pouvez télécharger, vous pouvez utiliser Apple Podcast qui fait partie des applications natives de votre téléphone iOS pour écouter nos talk shows, nos podcasts. Et vous pouvez écouter aussi les autres talk shows 24h sur 24 sur le site officiel www.radio-off.net. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Ciao les amis, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Our first will never be forgotten. First. From our first love, to our first kicks, to that first game we could not miss. To be first in line, to show our pride, to take that first big risk. From that first practice to our first minutes, we remember who was first, who inspired us. And when he showed us this, we're the first ones in and the last ones out. We stayed loyal in a sea of doubt. From our first baskets to that first big win to the first time in history, we're in. From the first finals north of the border to the first time we inspired a nation of nations and became the first home team of over 30 million, all waiting to be first. First to witness a dream, 25 years in the making. This is our first, and it will not be our last. Are the 2019 NBA champions. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Bounce pass to LeBron. Milestone for LeBron James, youngest player ever to reach 10,000 career points. LeBron with a pull-up. James hit it. The youngest in NBA history with 20,000 career points. Congratulations on 20,000. LeBron James has passed Shaquille O'Neal on the NBA all-time scoring list. And there it is. Haven't been many. Only the 7th player ever and the quickest to get to 30,000. LeBron James. You have to tip your cap to one of the all-time greats. LeBron one-on-one with Cunningham, pulls up and hits it. And that's it. He has passed Dirk Nowitzki now on the all-time scoring list. 6th all-time. LeBron, here he goes into the lane. And count if it goes, he goes! He's tied Wilt for number 5, and he can pass him with a free
free throw. The fifth leading scorer in NBA history, passing the great Wilt Chamberlain. Ladies and gentlemen, another historic night here at Staples Center. At the 5:38 mark with his basket, LeBron James moved past Michael Jordan into sole possession of fourth place on the NBA's all-time scoring list. Congratulations, number 23, LeBron James, on this amazing career achievement. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.